Bonjour Aminata Traoré. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes écrivaine, altermondialiste, ancienne ministre de la Culture du Mali. Vous étiez samedi dernier l'invité d'une journée de réflexion organisée par Pierre Laurent et Bertrand Badi autour de cette question, réinventer la politique internationale de la France. Et cette question vous était posée à vous, notamment, comment humaniser la mondialisation? On va y revenir, mais d'abord, qu'est-ce qui vous inspire ce mouvement en France, un mouvement assez inédit, le mouvement des Gilets jaunes qui a fêté ses 1 an ce week-end? Moi, je pense que c'est l'une des expressions la plus parlante de l'échec d'un système économique, le même qui produit certainement les mêmes effets chez nous, qui broie les gens, mais la fluorescence des gilets jaunes, l'écho qu'ils ont réussi à donner à leur colère, me parle. On voit aux 4 coins du monde, les résistances se forment au Chili, au Liban, à Hong Kong, en Équateur, en Algérie, en Catalogne aussi, en Irak. De quoi ces mouvements sont-ils le nom, Aminata Traoré? Est-ce que vous ne vous dites pas qu'il y a un peu de votre combat altermondialiste qui est en train de gagner du terrain? Certainement. Le temps nous a donné raison. Je pense que c'est la même lame de fond qui secoue les sociétés un peu partout parce que les humains n'en peuvent plus de ce système qui ponctionne, qui accule, qui détruit les sociétés et la planète. Les circonstances, il se trouve toujours qu'il y a d'autres explications, des circonstances qui peuvent différer d'un pays à l'autre, mais quant au fond, et c'est l'expression d'un ras-le-bol planétaire à la dimension du capitalisme mondialisé et financiarisé. Le Premier ministre français, Édouard Philippe, était en début de semaine au Sénégal pour parler de sécurité, de paix et d'immigration. 36 000 morts en Méditerranée depuis 1993 entre le continent africain et le continent européen. Qu'est-ce que vous dites aux dirigeants européens aujourd'hui? Moi, je crois qu'il est temps qu'ils se posent les bonnes questions. Parce que ils sont totalement à côté de la plaque quand ils en font une question de passeurs. Et il faut lutter contre ce qu'ils appellent les trafiquants d'êtres humains. Mais ce trafic a prospéré à la faveur de l'échec des politiques néolibérales mises en œuvre dans ces pays depuis la décennie 80. Donc, il suffirait aujourd'hui qu'on crée dans les pays d'origine de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants et les conditions qui leur permettent de travailler et d'y vivre décemment. L'Europe ne sera pas confrontée à ce type à cette situation, sans oublier qu'elle a déstabilisé la Libye. Je ne dis pas que la Libye était la solution, mais la Libye, il y a des milliers de travailleurs subsahariens trouvaient disons, un emploi du travail en Libye et envoyaient de l'argent dans leur pays d'origine. Vous dites qu'on joue avec les peurs aujourd'hui? On instrumentalise les peurs. Après avoir créé ces situations, le fait de s'interdire de nommer ce système et de nous interdire de le nommer aussi. Donc on prend les conséquences, on érige les conséquences en cause. On ne vous dira jamais que ces pays d'origine, que l'Europe qui se barricade et qui considère que ces hommes et ces femmes qui meurent par milliers en Méditerranée n'ont pas vocation à vivre en Europe, cette même Europe force les frontières de ces pays d'origine et aujourd'hui s'installe, non seulement veut faire de la place pour ces grandes entreprises et qui pourront faire feu de tout bois. Et quand on sait déjà les conséquences de ce modèle ici, au plan social, politique, climatique,
et qu'on considère que l'Afrique est l'Eldorado, le futur Eldorado, si vraiment cela doit se passer selon les mêmes mécanismes, c'est vraiment bon, c'est bonjour les dégâts, quoi. Quand vous voyez justement que l'Europe met l'accent sur la question de la sécurité, sur la question de la défense des frontières, alors que, comme vous le dites, le problème numéro un, c'est le problème économique, le problème de la mondialisation. Est-ce que vous ne vous dites pas qu'il y a une partie du monde, notamment le monde du Nord, qui aurait acté l'idée qu'il allait falloir laisser mourir une partie de l'humanité pour se sauver elle-même? Au point où nous en sommes, c'est une part considérable de cynisme, d'arrogance, de racisme. Il faut vraiment avoir l'intime conviction qu'une vie vaut plus qu'une autre et que chez soi, on a besoin de créer toutes les conditions nécessaires à la paix et la sécurité, parce que ce dont il parle à Dakar en ce moment, ce n'est pas la paix et la sécurité en Afrique et au Sahel. Tout ce qui s'y passe, tout ce qui s'inscrit dans le cadre de cette fameuse coopération vise à créer ici, en Europe, les conditions d'une croissance économique forte et des emplois. Ils pensent peut-être que la solution à la crise des Gilets jaunes, c'est là-bas, dans davantage de pillages des ressources du Sud. Encore un mot sur le débat qui traverse la France. Ces dernières semaines, le débat sur le foulard, le port du foulard, a été un débat qui a fait beaucoup débattre, parler, beaucoup de stigmatisation aussi. Qu'est-ce que vous diriez de cette problématique, de cette question, que la France a un problème avec son histoire coloniale notamment? Elle n'a toujours pas crevé l'abcès avec la décolonisation? Bien sûr, bien sûr. Et de toute façon, récemment on nous a dit que, et concernant le nombre d'enfants par femme africaine, que c'était un défi civilisationnel. Et à propos de la guerre contre le terrorisme au Sahel et plus particulièrement au Mali a été qualifiée par Michel Rocard de défi civilisationnel. Dans un pays musulman, et à 90% musulman, c'est écrit, hein, c'est acté tout ça. Vous venez de dire justement, la France a justifié son intervention au Mali pendant le quinquennat de François Hollande pour lutter contre la propagation des djihadistes dans la région du Sahel. Mais pour vous, c'est pas ça qui se passe au Sahel. Le Sahel n'est pas une terre de formation des djihadistes. C'est encore la question économique qui se pose, qui est la question principale. On ne parle pas des vrais sujets finalement. C'est ça qu'on a évacué. Qu'on a évacué parce qu'à l'époque, on a vu venir. D'abord, le Mali a été stigmatisé dans le cadre de la lutte contre l'émigration dite irrégulière, ou que je qualifie d'émigration criminalisée. Donc, sous Nicolas Sarkozy, dans le cadre de l'immigration choisie, donc le Mali était considéré comme le pays d'origine par excellence. La preuve est que de tous les migrants, disons, jetables, le Mali demeure, le migrant malien demeure vraiment le symbole, le prototype de ceux qui viennent et qui n'ont pas leur place ici. Donc, on était déjà confrontés, face déjà aux défis migratoires. Nous nous sommes dit que n'eût été, disons, l'émigration, comme ce qu'ils appellent l'insécurité, la crise sécuritaire au Sahel, font partie des effets boomerang de leur propre aveuglement et face aux conséquences économiques des politiques néolibérales. C'est un prétexte à la coopération qui ne porte pas son nom, la France-Afrique, elle existe toujours au Mali? Partout. La France-Afrique existe et a de beaux jours devant elle, parce que quand je les vois érigés comme réponse aux attaques djihadistes et davantage de développement, mais il ne s'agit pas de développer autrement, mais il s'agit de poursuivre le même paradigme, le même modèle économique extraverti, dépendant des ressources naturelles de nos régions. Donc on ne change pas de modèle, on ne change pas de cap. On continue en Afrique, on ferme les yeux sur les causes éminemment économiques
et de ces crises-là, ces deux crises majeures, c'est-à-dire que des gens, des femmes et des hommes, soient obligés de partir malgré eux de leur pays, et que les gens se croient, que des jeunes par milliers croient devoir saisir, disons, la perche du djihadisme pour conférer un sens à leur existence. Tout cela est lié, de mon point de vue, à l'échec lamentable d'un modèle économique que ni les dirigeants d'ici, ni nos États n'osent nommer. Le Mali est toujours un pays colonisé, d'après vous? Disons que nos efforts de libération de nos pays, ce n'est pas spécifique au Mali, sont restés inachevés parce qu'on a cru devoir emboîter le pas aux colons. Mais plus tard, lorsque en mars 91, nous avons cru tourner une page après la chute du régime de Moussa Traoré, ce qu'on a appelé la révolution chez nous, qui était une insurrection populaire, mais on a cru qu'avec des élections dites libres et transparentes, on allait s'installer, en tout cas on allait entrer dans une nouvelle ère, si ce n'est pas la prospérité, en tout cas la paix, la sécurité. Et tout ce qui s'est passé ces 6 dernières années prouve que nous ne sommes pas au bout de nos peines, et pas du fait de la faillite de l'État, mais de l'État postcolonial mis en faillite. Plusieurs morts parmi les civils après l'intervention de la France au Mali, plus d'une centaine, y compris d'ailleurs des milliers, oui. Il y a une hostilité, il y a une colère des Maliens vis-à-vis de la France, il y a aussi une dette de la France vis-à-vis du Mali. Il y a une colère, disons que c'est ce contraste entre l'accueil euphorique qui a été réservé à l'opération Serval à la suite de la promesse qui nous a été faite. Ça devait être une guerre rapide de libération de notre pays. Et quand les gens ont constaté qu'après la libération de Gao, Tombouctou, et que l'armée française s'est détachée des forces armées maliennes et que Kidal demeure une ville interdite à l'armée, si ce n'est pas le cas, en tout cas on n'a pas réussi encore à nous réapproprier, l'unité est loin d'être faite. Donc non seulement ça, et les Maliens constatent, pas que les Maliens, les Burkinabés, puisque l'insécurité à partir du nord du Mali s'est répandue au Burkina, au Niger, et il y a même eu des attaques en Côte d'Ivoire. Donc les gens constatent que, en dépit de la promesse, de la présence de troupes étrangères, nous n'avons pas droit à la paix, c'est toujours davantage de morts. Donc, ils commencent à se poser des questions sur le sens de la présence et de ces forces étrangères. Et pour la première fois, ces derniers mois, comme s'il s'était passé le mot, il y a eu des manifestations au Niger, au Burkina, au Mali, contre la présence militaire à partir du moment où la présence militaire étrangère, à partir du moment où ce n'était pas une solution à la guerre, et en tout cas, ça ne résolvait pas la question de l'insécurité et des tueries. Vous dites le développement c'est la guerre, le commerce c'est la guerre, la démocratie c'est la guerre. Vous dites aussi que l'Occident n'a pas le monopole de la démocratie. C'est dans quoi? C'est dans la coopération, l'autodétermination des peuples finalement que le sursaut viendra en Afrique? Absolument, comme partout. Comme partout, je pense que le modèle économique à travers, disons, le commerce inégal, les prix des matières premières, le surendettement, les fausses, disons, promesses de désendettement. Et je n'ai pas besoin de prouver que le commerce c'est la guerre. C'est Yash Tandon qui l'a écrit Trade is War. Maintenant, la situation entre les États-Unis d'Amérique, la Chine, ce qui se passe, regarder le sort de l'Iran, on sait parfaitement qu'on n'est pas dans le développement ni dans la coopération et que c'est la guerre. Les élections
tel qu'on nous a servi la démocratie, le résultat aujourd'hui, c'est que d'un bout à l'autre du continent, c'est la guerre, au nom de la transparence des jeunes, et la guerre et le business. Et parce que, figurez-vous que la présence, ces armées qui sont logées dans ces zones au Moyen-Orient comme en Afrique, au nom de la sécurité, c'est un business sans nom. Et la plupart des pays qui sont militairement présents, l'approvisionnement de toutes ces armées n'apporte absolument rien aux économies locales, qu'il s'agisse de la nourriture, du carburant et même du traitement des déchets. Tout est entre les mains des entreprises, des pays qui sont censés nous sauver. Alors comment voulez-vous que nous ayons confiance à la communauté internationale quand il est écrit sur tous les toits que la caractéristique de nos économies, l'échec de nos économies est essentiellement dû à la mauvaise gestion, mais la corruption est consubstantielle à ce système, qu'il s'agisse à tous les niveaux. Ils ont institutionnalisé la corruption très tôt, en faisant les projets de financement comportaient une composante corruption pour que les gens acceptent un certain nombre ce modèle-là. Donc c'est devenu un phénomène qui a gangréné toute la société, mais il s'avère quand on regarde de plus près que la gouvernance dont le monde a besoin aujourd'hui, c'est pas du tout, c'est pas que chez nous, c'est le système lui-même qui est corrompu et corrupteur. J'ai une dernière question à Aminata Traoré. Depuis quelques décennies, des femmes sont nommées chefs de guerre. Ce sont des femmes de pouvoir. Hillary Clinton hier, Ursula von der Leyen avant qu'elle devienne présidente de la Commission européenne, c'était la ministre de la Défense en Allemagne, tout comme en France. Florence Parly est chef d'armée. Qu'est-ce que ça révèle? Comment vous l'expliquez? Non, moi, vous savez, la question des femmes et surtout l'égalité homme-femme qui fait partie de la rhétorique des dominants. Le président Macron a déclaré à Yerevan lors du sommet de la francophonie que l'Afrique doit être féministe comme l'Europe et le reste du monde. En fait, j'entends parlant, l'Afrique doit se libéraliser comme l'Europe et le reste du monde parce que le modèle de l'idéal féminin tel qu'il a émergé et tel qu'il est conforté dans le discours sur l'Afrique et le monde, c'est des femmes guerrières, c'est des valeurs marchandes, masculines et prédatrices. C'est-à-dire que nous sommes encouragés à descendre dans l'arène comme les hommes et dans la compétition, nous battre bec et ongle pour les parts de marché. Et c'est tout cela que nous devons revoir si nous voulons que l'Afrique du XXIe siècle soit autre chose qu'une pâle copie de vos sociétés. Vous dites que c'est un autre système qu'il nous faut. Vous êtes une femme de culture aussi. C'est la culture qui nous sauvera? La culture est centrale. Comme dit mon ami Federico Mayor, ce n'est pas la marge, c'est la page. C'est la culture qui va nous permettre d'écrire cette histoire. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité.